Bon alors on va continuer si vous voulez bien, les 5 minutes réglementaires étant passées, on va continuer notre réflexion sur la corruption en continuant d'osciller entre philosophie, cadre intellectuel de la répression ou de la compréhension du phénomène de la corruption qui s'avère être extrêmement complexe, extrêmement présent, comme on va le voir je crois encore ce soir. Et on a le plaisir d'accueillir Pierre Dardot. Mais je me sens une dette particulière à l'égard de Pierre Dardot parce que c'est lui qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur, non seulement sur Marx, mais aussi sur le néolibéralisme. Et le livre La Nouvelle Raison du Monde, publié avec Christian Laval, est vraiment un livre extrêmement lumineux, je crois, pour comprendre notre contemporain. Et il a récemment publié un livre aussi également important sur Marx, prénom Karl, chez Gallimard en 2012. Donc il est spécialiste de la pensée de Hegel et de Marx, mais aussi beaucoup plus proche de nous sur des auteurs qui sont des auteurs contemporains. Je pense à Hayek, je pense à des gens comme ça qui sont très importants pour le sujet qu'il va traiter ce soir, et qui est précisément cette question libéralisme, néolibéralisme et corruption. Donc je vais lui donner la parole pour une présentation à peu près d'1 heure, et puis après, probablement à nos usages, on pourra en discuter, on pourra débattre ensemble. Merci en tout cas de nous avoir rejoints et de faire cette présentation. Merci à Antoine Garapon de cette invitation. Alors le sujet est assez vaste puisque ça n'est pas simplement néolibéralisme et corruption, c'est libéralisme, néolibéralisme et corruption, ce qui fait beaucoup en un seul exposé. Mais je commencerai par poser un certain nombre de distinctions. Une première qui est assez classique, qui n'est pas très originale, qui concerne le sens même du mot corruption, puisque il y a, en référence à l'étymologie elle-même, une signification assez forte qui est un processus d'altération, décomposition d'un corps ou d'un organisme vivant, qui a été ensuite appliqué métaphoriquement au corps politique, conçu comme lui-même étant un organisme. Et puis il y a bien sûr un sens qui n'est pas mineur, qui demande à être corrélé au premier, qui est le sens de pratique de corruption, valant dans la sphère des relations entre particuliers ou entre individus, étant entendu que ce sens-là se trouve enrichi, pardonnez-moi l'expression, par un certain nombre de variations au cours de l'histoire de la pensée. Mais souvent, il y a dans la pensée classique, je parle de la pensée qui s'élabore dès l'Antiquité romaine, une sorte de chaîne qui se trouve tracée, qui mène généralement de la concentration, de l'accumulation et de l'afflux des richesses jusqu'à la corruption comme décomposition d'un corps politique, en passant précisément par les pratiques de corruption, c'est-à-dire les pratiques par lesquelles, par exemple, rien de nouveau dans le monde, quelqu'un est amené à acheter les voix, quelqu'un qui, disons, a une carrière politique est amené à acheter les voix, à faire preuve de clientélisme, etc. Tout ceci est abondamment renseigné et documenté dans une certaine littérature, et il suffit que, par exemple, vous preniez le texte que Cicéron envoie à son frère, qui brigue l'honneur d'être consul, et dans lequel il lui explique que justement il faut faire très attention à la corruption, mais il lui présente l'avantage qu'il a, c'est justement d'être un homme neuf, d'être un orateur, d'être quelqu'un qui est capable de lutter contre la corruption de ses compétiteurs, en brandissant la menace du droit, c'est-à-dire la menace d'un procès, ce qui est assez intéressant. Donc vous avez comme ça un certain nombre d'extraits de cette lettre-là qui méritent d'être relus aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est la première chose qu'il faut faire, distinguer ces deux sens de corruption et savoir les articuler. Et puis la deuxième chose que je poserai d'emblée, comme une sorte de cadre destiné à offrir des points de repère, concerne justement ce qu'il est convenu d'appeler un petit peu rapidement le libéralisme classique. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette appellation se cache quelque chose d'extrêmement complexe. On va le voir. Alors il y a à cet égard 3 grands courants que je serai amené à distinguer, à la suite essentiellement de ce que dit Foucault dans l'essence de la biopolitique, mais je crois qu'il y a un premier courant qui est le courant de Smith et de Ferguson, c'est-à-dire le courant de ce qu'on a appelé les Lumières écossaises, un courant classique auquel on se réfère de façon souvent un petit peu exclusive et privilégiée, au détriment des deux autres, et vous allez voir que les deux autres sont tout aussi importants, et
détermine dans une certaine mesure la signification de ce que l'on entend par libéralisme. Il y a en effet un deuxième courant qui est le courant qu'incarne Locke, c'est-à-dire l'auteur du second traité du gouvernement civil au XVIIe siècle, traité justement dans lequel il est question de la détermination des limites de l'action gouvernementale, étant entendu que cette détermination se fait par la fixation et la détermination des droits des individus. Les actions du gouvernement s'arrêtent là où précisément commencent les droits des individus. C'est cette voie-là que Foucault, dans le cours sur la naissance de la biopolitique, appelle justement la voie juridico-déductive. Il ne donne pas de nom d'ailleurs pour la première, il en parle beaucoup, il parle beaucoup de Smith, un peu moins de Ferguson, mais beaucoup de Ferguson sur la société civile. Il parle donc de la voie juridico-déductive à propos de cette seconde voie qui est incarnée par Locke. Et puis enfin, il y a une troisième voie qui est très importante, on va le voir, pour comprendre les articulations qu'on peut être amené à dessiner entre le libéralisme et le néolibéralisme. Cette troisième voie, c'est la voie que Foucault appelle, toujours dans le même cours, la voie radicale utilitariste. Il fait référence à Jérémy Bentham, donc à quelqu'un qui est connu pour un certain nombre de prises de position, pour ses projets d'architecture carcérale, c'est-à-dire pour son panoptique, il va en être question dans une certaine mesure, mais qui est moins connu pour ce qu'il a quand même apporté de décisif en ce qui concerne justement la question qui taraude le libéralisme classique, c'est-à-dire la question de la détermination des limites du gouvernement, dans la mesure où c'est lui qui a posé en principe que c'était le calcul de l'utilité qui devait constituer le principe à partir duquel on devait déterminer les limites de l'action gouvernementale. Donc pas le marché, pas le cours naturel des choses, comme un certain Adam Smith entend l'affirmer, pas non plus les droits des individus. Bentham, au contraire, n'a de mots que très durs à l'égard de ceux qui cèdent à la fiction métaphysique des droits des individus. C'est quelqu'un qui est un adversaire de la théorie des droits naturels. Et en revanche, donc, le principe qui prévaut à ses yeux, c'est le principe de l'utilité. Le principe de l'utilité ou de l'intérêt bien compris, étant entendu que l'utilité publique, c'est l'utilité qui est rapportée au plus grand nombre. Voilà schématiquement les trois grands courants de ce que l'on appelle le libéralisme classique. Alors, vous allez voir, parler du libéralisme comme ça, avec une certaine homogénéité factice, c'est quelque chose qui est assez trompeur. Ça relève d'un point de vue, à mon avis, qui est largement biaisé, de quelque chose qu'on pourrait presque considérer comme une illusion d'optique rétrospective. On a tendance comme ça à jeter dans le même sac ou à amalgamer des courants qui sont très hétérogènes. Et je crois que c'est important à signaler. Alors je partirai pour que le repérage se fasse encore plus précis concernant la question du rapport entre libéralisme et corruption, en attendant d'en venir à la question du rapport entre le néolibéralisme et la corruption. Je partirai d'une indication qui est donnée par Hannah Arendt. J'ai eu l'occasion comme ça de refeuilleter l'essai sur la Révolution, le texte qui s'appelle « De la Révolution », en tout cas dans la traduction qui a été récemment donnée. C'est un texte qui a été écrit sur une période qui va de 1963 à 1965, qui concerne, comme vous le savez peut-être, la comparaison entre la Révolution américaine et la Révolution française. Et il y est question, dans un passage tout à fait central, de la corruption et des deux manières dont le problème de la corruption se trouve posé. Et elle opère, c'est ce qui m'intéresse, une sorte de périodisation. Elle dit finalement, il y a une première période, une deuxième période. Alors elle est en train d'analyser les propositions faites par Jefferson à la fin de sa vie, concernant la division des comtés en républiques élémentaires, en petites républiques, dans la mesure où Jefferson se disait que le meilleur moyen justement de perpétuer finalement l'esprit de l'action révolutionnaire des pères fondateurs, c'était de faire en sorte que les citoyens puissent participer à un échelon extrêmement petit aux affaires publiques, de telle sorte que chacun d'entre eux se sentent coparticipants des affaires publiques. Et elle embraye, à partir de cette réflexion sur les propositions de Jefferson, en disant donc il y a deux périodes concernant la question de la corruption. Il y a une première période où la menace vient principalement de l'État. L'État a une tendance absolutiste. Il est par conséquent tenté de transgresser les limites qui sont celles de son action, c'est-à-dire d'empiéter sur la sphère privée qui est celle des individus. Ce qui veut dire que dans cette première période, le danger de corruption vient principalement, étant entendu que la corruption doit d'abord et avant tout être comprise ici au sens du processus de décomposition, altération d'un corps politique, le danger donc principal
vient directement de l'État ou bien de ceux qui exercent le pouvoir. Ils sont donc tentés de franchir la limite qui sépare la sphère publique de la sphère privée, de s'en prendre à la propriété privée des individus dans la sphère privée. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion philosophique et politique a, dans un premier temps, tendu à valoriser le rempart des lois, c'est-à-dire à faire apparaître justement les lois comme étant le rempart qui permettait de lutter contre ce processus de corruption du corps politique, avec une réflexion qui est assez précise de sa part sur le fait qu'à cette époque-là, ce qu'elle appelle la société, c'est-à-dire la sphère privée dans son sens le plus large, n'était pas encore véritablement formée, en tout cas elle n'avait pas pris les dimensions qu'elle a pu prendre plus tard. Et elle fait à ce moment-là cette réflexion que justement, il y a une seconde période qui s'ouvre à partir du moment où le social prend une énorme importance, avec la croissance économique soutenue, avec l'intensification de l'activité commerciale et économique. À ce moment-là, il y a une deuxième période qui s'ouvre où, dit-elle, le danger ne vient plus directement de la sphère publique, mais vient de la sphère privée elle-même. C'est-à-dire que le principal danger de corruption vient justement de la sphère privée, de ce qu'elle appelle le social, donc de la sphère privée en un sens élargi, pas la famille bien sûr, mais la sphère sociale donc. Et elle considère à ce moment-là que la question ne se pose plus dans les mêmes termes. Il y a à peu près donc au moins un siècle qui s'écoule entre la première période et la deuxième période. Elle considère que Jefferson, dans ses réflexions sur les remèdes qu'il entend apporter à la faiblesse de la participation des citoyens à l'activité du corps politique, Jefferson se situe justement dans cette deuxième période, pas dans la première période. Et le problème de Jefferson, c'est par conséquent de lutter contre une corruption qui vient d'en bas, qui vient de la société, qui vient des intérêts privés, qui ne vient pas directement d'en haut, qui ne vient pas directement de la sphère publique, qui ne vient pas directement du gouvernement. Et elle apprécie la proposition de Jefferson à la lumière de cette nécessité d'une lutte contre la corruption qui vient d'en bas, c'est-à-dire qui vient de la société. Et elle réfléchit sur cette proposition en se disant qu'il y a très certainement dans cette proposition une conscience assez aiguë et lucide de ce que le danger vient d'en bas et pas d'en haut, à la différence de ce qui pouvait se passer à une certaine époque. Donc elle dit, la proposition de Jefferson, diviser les comtés en districts, c'est-à-dire en petites républiques, en républiques élémentaires à la portée du citoyen, c'est le moyen qu'il est amené à élaborer vers la fin de sa vie pour essayer d'enrayer justement ce processus de corruption. C'est élargir, si vous voulez, c'est élargir la sphère publique. Donc il y a un premier processus de corruption à une certaine période qui impose la fixation de limites infranchissables par la puissance publique pour respecter la propriété privée, la vie privée des individus. Et puis il y a une autre période où se joue quelque chose d'assez différent. La source de la corruption étant différente, appelle une réponse différente, et à ce moment-là, il ne s'agit plus de limiter, il ne s'agit plus pour l'essentiel de limiter la sphère qui est celle du public, il s'agit pour l'essentiel de faire en sorte que la sphère publique soit élargie. Alors élargie de telle sorte justement que chaque citoyen puisse se penser et se vivre et agir lui-même en tant que coparticipant des affaires publiques. Voilà. Il trouve donc que le remède, cette fois-ci, est dans la coparticipation des citoyens aux affaires publiques. Alors je prends appui sur cette distinction, non pas d'ailleurs pour la reprendre entièrement à mon compte, mais pour indiquer que ce qui se joue dans la distinction des deux premiers courants du libéralisme que j'ai indiqué n'est pas uniquement d'ordre conceptuel ou philosophique, ça recoupe aussi assez largement des différences de période historique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait parfaitement, et je pense qu'elle pense à ça, rattacher ce que dit Arendt de la première période à la philosophie des droits de l'individu de Locke. Ça me paraît évident. Si vous lisez le texte de Locke, vous avez en particulier l'avant-dernier chapitre qui est consacré à la tyrannie. Qu'est-ce que c'est que la tyrannie ? C'est précisément l'abus de pouvoir par lequel celui qui exerce le pouvoir et qui le détient est amené à transgresser les limites de droit qui sont celles de son action pour, le cas échéant, s'approprier par exemple les propriétés privées de telle ou telle partie de son peuple à des fins d'enrichissement personnel. Enfin, il y a une définition de la tyrannie chez Locke qui convient tout à fait à ce que dit Arendt, et il me semble que la connexion doit être faite et que ça rend les choses un petit peu plus claires. Et puis, si on considère donc la deuxième source de corruption et le remède préconisé par Jefferson, on s'aperçoit que ça renoue avec un certain esprit républicain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit donc d'asseoir la sphère publique sur une participation directe de chaque citoyen.
Alors c'est quelque chose d'assez différent, et il me semble que si on fait attention justement à cette diversité interne du libéralisme classique, on peut mettre cela en relation avec la réflexion qui est celle d'un Ferguson. Alors la réflexion d'un Ferguson et Smith, c'est Smith évidemment qui est le plus connu, Ferguson est beaucoup moins connu. Ferguson est quand même l'auteur d'un essai sur l'histoire de la société civile qui a fait date, qui date du début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est un essai très très important. On y trouve des réflexions qui sont très largement inspirées, me semble-t-il, par Machiavel, par une certaine postérité du machiavélisme, en tout cas, une postérité politique et philosophique du machiavélisme, ce qui est assez surprenant de la part d'un auteur qui est très attentif à diagnostiquer le progrès du commerce et des arts, c'est-à-dire qu'on a tendance à ramener un petit peu simplement à une analyse en forme de valorisation et d'éloge du progrès irrésistible des sociétés modernes, des nations commerçantes, ce qu'il appelle dans le langage qui est le sien les nations commerçantes. Alors qu'en fait, l'analyse de Ferguson est extrêmement nuancée. C'est une analyse qui est, par exemple, bien qu'on trouve chez Smith aussi beaucoup de choses sur le frein des lois et sur la valeur même de la loi, mais chez Ferguson, on trouve une analyse qui est extrêmement contrastée. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il perçoit en effet une tendance lourde, dont il se félicite jusqu'à un certain point, qui est la tendance au progrès du commerce et des arts. Il considère que le ressort de ce progrès, c'est la perfection atteinte par la division du travail. La division du travail lui apparaît comme étant le ressort du progrès des nations commerçantes. Et en ce sens-là, il y a un véritable, sur ce plan-là tout au moins, il y a un véritable perfectionnement qu'il ne faut pas songer du tout à nier ou à remettre en cause. Mais en même temps, et c'est là que l'inspiration machiavélienne est assez sensible, Ferguson considère que ce progrès du commerce et des arts n'est pas un perfectionnement de la nature humaine. Contrairement à ce qu'une certaine lecture du libéralisme classique, un petit peu hâtive et rétrospective, pourrait nous faire croire aujourd'hui, donc les premiers libéraux, vraiment les fondateurs du libéralisme classique, ne sont absolument pas des gens qui sont complètement inconscients des dangers que présente le progrès strictement économique. Ce sont des gens qui, au contraire, sont très attentifs à cette dynamique et se disent que, certes, ce progrès est une chose qui est tout à fait louable, mais en même temps, la séparation des professions, la séparation des métiers peut avoir des effets corrupteurs. Précisément, il est question de la corruption, il est question d'une tendance à la corruption à propos de cette division du travail, et ceci se trouve dit d'une façon extrêmement nette dans plusieurs passages de l'essai sur l'histoire de la société civile, au point que Ferguson, justement, en appelle au frein des lois. À plusieurs reprises, il dit, voilà, il y a ce désir du gain, l'avidité, le désir du gain, qui est la grande source de toutes les injustices. C'est dit d'une façon extrêmement nette dans l'essai sur l'histoire de la société civile, donc c'est quelqu'un qui ne va pas par quatre chemins pour désigner justement la source de l'injustice et de la corruption. Donc le désir d'acquérir, une espèce de désir d'acquérir qui devient à lui-même sa propre fin, si on peut dire. Et il dit très très bien qu'il faut veiller à ce que cela n'atteigne pas le cœur de la sphère publique. Parce que la pente, assez spontanée, c'est que justement, cet esprit-là, ce désir du gain, de l'accumulation des richesses, n'atteigne le cœur de la sphère publique, et à ce moment-là, ne corrompt la sphère publique elle-même. Donc c'est la raison pour laquelle il faut veiller très attentivement à la confection de lois qui sont susceptibles non pas d'éradiquer de telles passions ou de tels désirs du cœur humain, parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, dans une certaine mesure, d'en prévenir les effets. Voilà, contenir et prévenir les effets. Voilà ce qu'il attend des lois. Il considère que la fonction principale des lois, eu égard à cette source de corruption qu'est le désir du gain, l'appât du gain, c'est précisément cela. Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui néglige cet aspect juridique, au contraire, il y insiste beaucoup. Il y insiste fortement en disant que, évidemment, l'idéal, ce serait peut-être de faire ce que les Spartiates ont pu faire, encore que l'idéal de Sparte, ce soit quelque chose d'assez nébuleux à l'époque. Mais il dit que, de toute façon, on ne peut pas refaire ça aujourd'hui, parce que le progrès des nations commerçantes est tel qu'on ne peut pas revenir dessus, mais ce qu'on peut faire, dans une certaine mesure, c'est tâcher de limiter donc, les effets les plus néfastes, les plus funestes, les plus pernicieux. Voilà, ça se trouve affirmé d'une façon assez nette, ce qui veut dire que vous avez quelqu'un qui, encore une fois, n'identifie pas progrès des arts et du commerce et perfectionnement de la nature humaine.
contrairement à ce que certains représentants de ce qui s'auto-appelle volontiers libéralisme aujourd'hui ont tendance à faire, c'est-à-dire à identifier purement et simplement progrès du commerce et de l'activité économique et perfectionnement de la nature humaine. Donc ceci devait être dit, et il me semble que quand on raccorde cela à ce que j'ai trouvé comme indication chez Arendt, ça donne une certaine chair à ces distinctions qui autrement sont assez abstraites quand même, il faut bien le dire. J'en viens, rapidement, peut-être trop rapidement, mais il faut de ce point de vue-là préciser les choses, à celui qui constitue donc le troisième, j'allais presque dire celui qui constitue à lui seul, en tout cas au début, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, le troisième courant, c'est-à-dire le courant radical utilitariste. Il y a une remarque que Foucault fait en passant, en 1979, dans le cours sur la naissance de la biopolitique, qui m'a beaucoup frappé. La première fois que j'ai lu ce texte-là, ça a été un véritable choc pour moi. C'est que Foucault dit comme si c'était une évidence, mais du point de vue de la rationalité politique, il va sans dire que c'est la voie utilitariste qui l'a emporté. Ça n'est pas la voie juridico-déductive, dit-il, ça n'est pas la voie de Locke, ça n'est même pas la voie de Rousseau non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça hâtivement, et ça n'est pas la Révolution française qui me donnera tort sur ce point-là, ça n'est pas la voie qui est celle de Smith ou de Ferguson, c'est la voie qui est celle de Bentham. Une remarque qui est faite comme ça, assez cursive, disons, sans véritablement que l'enjeu soit souligné, mais c'est suffisamment frappant quand on lit ça, pour qu'on s'arrête à cette remarque en se demandant ce qui peut bien la fonder. Alors, ce qui la fonde, en l'occurrence, c'est qu'en effet, Bentham est un penseur assez remarquable à tous égards. C'est d'abord un penseur de l'intérêt. Un penseur de l'intérêt avec une conception de l'intérêt que poursuit chaque individu, qui n'est absolument pas simple. Vous savez, il y a une critique assez simplificatrice, pour ne pas dire simpliste, qui consiste à déceler une contradiction dans le discours de certains libéraux aujourd'hui. Vous dites que les individus fonctionnent à l'intérêt égoïste et en même temps vous éprouvez le besoin de mettre au point des incitations gouvernementales ou législatives pour faire en sorte que justement ils agissent conformément à leur intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, etc. En fait, il y a quelqu'un qui voit très bien qu'il n'y a pas de contradiction, enfin en tout cas au début, lorsqu'il est amené à élaborer cette voie utilitariste, c'est Bentham. Parce qu'il comprend que l'intérêt est ce qui guide l'action des individus, mais en même temps, il a parfaitement conscience que les individus calculent mal. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Cette idée que, certes, les individus sont guidés par leurs intérêts personnels, au sens le plus égoïste du terme, mais qu'en même temps, ça n'est pas parce qu'ils sont guidés par leur intérêt personnel ou particulier qu'ils calculent bien. Et c'est précisément parce qu'ils calculent mal, parce que le plus souvent ils calculent mal, que la place de l'action gouvernementale se trouve par là même toute dessinée. C'est-à-dire que la question est de faire en sorte, par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, de leur apprendre à bien calculer. Ils calculent mal, ils calculent tous, mais le plus souvent ils calculent mal, et donc l'objectif du gouvernement, ce doit être, par des dispositifs appropriés, de leur apprendre à calculer bien. Alors pourquoi il dit ça? C'est assez subtil et intéressant en même temps. Il dit qu'en fait, il y a une espèce de censure d'origine narcissique. On peut à certains égards trouver, c'est ce que dit Lacan, que Bentham est un précurseur de la psychanalyse à cet égard. Il y a une certaine forme de censure narcissique qui fait que les individus n'y voient pas clair dans les motifs de leur propre conduite. Ils s'aveuglent même assez volontiers, c'est-à-dire qu'en général, ils ont tendance à isoler un motif parmi une multitude d'autres motifs, celui qui les avantage le plus facilement aux yeux des autres, et à ce moment-là, ils ont tendance à construire une fiction sur la base de cet isolement d'un motif de l'action. Alors c'est ce qu'il appelle en anglais tendency of bias, c'est-à-dire la tendance au biais. Il dit le biais, alors ça c'est un motif très ancien qu'on trouve dans le Roi Jean de Shakespeare, le biais, l'intérêt, ce grand décentreur. La tendance au biais, la tendance à biaiser, l'intérêt, ça décentre. Dans le Roi Jean de Shakespeare, ça décentre par rapport à une ancienne morale fondée sur la foi, la loyauté, etc. Là, Bentham, ça n'intéresse pas du tout, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que si ça agit comme décentrement, c'est par rapport à l'intérêt bien compris. Donc en fait, il faut aider l'individu
à mettre fin à son propre aveuglement, il faut l'aider à y percevoir très clairement où est son intérêt bien compris, de manière à faire en sorte que l'intérêt particulier égoïste et l'intérêt du plus grand nombre se joignent. C'est ce que Bentham appelle le principe de la jonction des intérêts. Mais la jonction des intérêts ne peut pas être spontanée. Ça, c'est un point qui est fondamental. Ce par quoi, justement, Bentham se sépare de Smith, et même dans une certaine mesure de Ferguson, c'est qu'il fait une distinction entre la nature et la spontanéité. La spontanéité, on peut jusqu'à un certain point comprendre que sur la sphère du marché, les agents soient poussés à agir assez spontanément dans une certaine direction, c'est-à-dire à maximiser leur propre intérêt égoïste. Mais ça n'est pas pour autant naturel. L'erreur de Smith, justement, nous dit-il, c'est d'avoir considéré que c'était complètement naturel. En réalité, ce n'est pas naturel. La spontanéité suppose certaines conditions. Et c'est là que l'État intervient. Et c'est là que le gouvernement intervient. Le gouvernement, en d'autres termes, a très peu de choses à faire, dit Bentham, directement. Mais il a beaucoup de choses à faire indirectement. C'est-à-dire que Bentham, et c'est en ça qu'il est un précurseur de la rationalité néolibérale, Bentham voit très bien que la législation de l'avenir, ça n'est pas la législation directe par laquelle on impose. Ça n'est pas la législation en vertu de laquelle on dit aux individus « voilà ce que tu dois faire ». Ça n'est pas la législation en vertu de laquelle on oblige directement ou on contraint directement. C'est la législation indirecte et oblique, comme il le dit, c'est-à-dire qu'on va agir sur les motivations des individus. C'est assez subtil, c'est très subtil, même quand on s'aperçoit du détail de la réflexion de Bentham sur l'intérêt. On va faire en sorte que, justement, par des dispositifs pratiques, l'individu puisse mettre au clair les véritables motivations de sa conduite, de manière à pouvoir aller dans le sens justement de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt du plus grand nombre, puisque pour lui les deux s'identifient. On va faire en sorte, donc quand on est un homme politique, un dirigeant politique, un législateur, on va faire en sorte que ces dispositifs soient à la fois des dispositifs, si vous voulez, de contrôle, de surveillance, et des dispositifs d'incitation. C'est le premier à considérer que justement il doit y avoir dans l'action gouvernementale une sorte de doublet, à la fois contrôler, surveiller, et en même temps inciter et récompenser. Et il le dit d'une façon extrêmement nette. Alors, il le dit parfois avec des mots qui sont assez directs et assez crus. Vous avez, alors Bentham est connu pour un certain nombre de textes, vous avez La théorie des peines et des récompenses, qui est un ouvrage dans lequel il est amené à réfléchir justement beaucoup sur la façon dont les récompenses et les peines et les jugements peuvent agir sur la conduite des individus, pour les déterminer dans une certaine direction. Et puis, surtout, il publie en 1820, donc c'est la phase tardive de Bentham, il publie un texte fondamental qui s'appelle Code constitutionnel, qui est un texte trop peu connu, ignoré, alors, particulièrement en France, en Allemagne, dans d'autres pays, plus connu bien sûr dans le monde anglo-saxon, mais c'est un code constitutionnel qui a une vertu fondamentale, si on peut dire. Enfin, en tout cas, il y a une fonction, je ne sais pas s'il y a une vertu, mais il doit, ce code constitutionnel, mettre sur pied une architecture. Bentham est un architecte au sens... Sa pensée est une pensée d'architecte. Il pense vraiment en termes d'architecture institutionnelle, d'architecture juridique, d'architecture constitutionnelle. Alors vous avez sans doute entendu parler du fameux panoptique, c'est-à-dire du modèle de prison qu'il a été amené à élaborer dans les années 1790, qu'il a même proposé aux autorités françaises issues de la Révolution. On pourrait presque se féliciter du fait que ça n'ait pas vu le jour, mais surtout lorsque on examine de près le dispositif. Mais le dispositif panoptique donc, de 1795, c'est un dispositif dans lequel vous avez un très grand nombre de gens qui peut être surveillé par un tout petit nombre de gens. Donc l'idée que vous avez justement l'inspecteur au centre de la prison, dans une tour, qui est susceptible de voir tout ce que font chacun des prisonniers dans sa cellule, à chaque moment de la journée, parce qu'il y a un dispositif qui permet justement de voir tous les faits et gestes, les déplacements. Alors ça, c'est le dispositif panoptique classique, c'est celui qu'on connaît. Dans le code constitutionnel, vous avez une inversion du dispositif panoptique, c'est-à-dire que là, c'est un dispositif constitutionnel ou institutionnel qui est destiné à permettre à un grand nombre de gens de surveiller un petit nombre. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez chez Bentham une conscience aiguë du fait que la corruption, si elle touche tous les individus,
dans la mesure où tous agissent en fonction de leur intérêt égoïste, touche plus particulièrement ceux qui sont chargés ou censés représenter les intérêts du peuple, c'est-à-dire les hommes politiques, les députés, tout particulièrement. Donc il écrit en 1820 ce code constitutionnel en pensant particulièrement à l'influence corruptrice qui est celle des députés. Il pense à la façon dont les députés sont corrompus et à l'influence corruptrice des députés sur leurs électeurs. C'est extrêmement aigu. Donc 1820, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire de la part de quelqu'un qui se distingue, je le dis tout de suite pour éviter toute confusion, des néolibéraux qui vont suivre dans les années 70-80, par un point, c'est que c'est un adepte de ce qu'il appelle une démocratie radicale. C'est-à-dire que lui considère que les représentants doivent être justement surveillés par les représentés, de telle sorte que justement des mécanismes de contrôle constituent un frein à cette influence corruptrice. Alors, il illustre ça de façon très directe, hein, les abus de pouvoir, les vexations, les fraudes, le clientélisme, l'achat des votes, etc. On retrouve des phénomènes extrêmement classiques. Mais ce qui paraît intéressant, ce qui me paraît très intéressant, c'est cette idée que le remède, le maître mot, si vous voulez, dans cette lutte contre la corruption, c'est la transparence. Alors il est peut-être pas le premier à utiliser ce terme-là, mais compte tenu de la vogue que le terme peut avoir aujourd'hui, il est intéressant de savoir que Bentham fait partie de ceux qui ont utilisé le terme dans un sens extrêmement précis. La transparence, c'est bien sûr la transparence des agents publics, des représentants de l'État et des agents publics eux-mêmes. Et cette transparence doit être assurée. C'est pour ça que je parle d'un panoptique inversé. Les agents publics, les espaces de travail administratifs, pour dire les choses de façon extrêmement simple, où les fonctionnaires donc sont amenés à travailler, doivent être surveillés par le public. C'est-à-dire qu'on doit construire une architecture qui soit telle qu'il y ait des loges spécialement réservées au public. Donc c'est le contrôle des agents publics par le public, si vous voulez, pour dire les choses de façon assez directe. Il y ait des loges avec des glaces sans teint qui permettent donc au public de surveiller le travail des fonctionnaires. Et donc vous avez un petit nombre de personnes, puisqu'il s'agit donc du travail administratif qui est accompli par les fonctionnaires, et vous avez un grand nombre de gens qui sont là ou qui ne sont pas là, peu importe. L'essentiel, dit Bentham, c'est que l'agent, le fonctionnaire, l'agent public, puisse se sentir ou se croire observé et surveillé à n'importe quel moment de son activité. Hein, donc c'est assez remarquable, et je pense qu'il est allé très loin dans cette voie-là. Pourquoi je parle de dispositif de panoptique inversée. Mais il y a aussi, nous dit Bentham, des dispositifs qui sont des dispositifs d'incitation. En particulier, c'est justement l'un de ceux qui réfléchit le plus directement à ce système de sanctions et de récompenses. Il fait cette remarque que l'égalité salariale est sans doute ce qui produit presque mécaniquement l'oisiveté des bureaux. Donc il considère qu'il faut qu'il y ait une rémunération, je ne dis pas au mérite, mais ça revient presque au même. Il considère que la principale mesure dans ce domaine-là, c'est ce qu'il appelle la mesure des effets, c'est-à-dire ce qu'on aurait tendance à appeler aujourd'hui l'évaluation. Donc l'évaluation des résultats, particulièrement pour le responsable de service à l'intérieur des fonctionnaires. C'est le responsable de service qui est la cible privilégiée de l'action du gouvernement tel que Bentham est amené à le concevoir. Alors ça signifie qu'il doit être capable de mesurer les effets de l'action du responsable de service sur le service, par exemple dans les hôpitaux, le nombre de malades, le nombre de morts, etc. Donc ceci est dit d'une façon extrêmement précise. Donc vous voyez que l'obligation de résultat, etc., tout ceci n'est pas tout à fait nouveau. Ça rend même, pour qui connaît un petit peu l'histoire, une résonance particulière. Bon, et Bentham va assez loin, donc en disant qu'à partir du moment où on a mis en place cette évaluation, on doit pouvoir rémunérer, et on rémunère la qualité et l'assiduité. L'assiduité du travail et la qualité du travail qui est fait par le responsable de service. Voilà. De telle sorte que, ce qui est très intéressant, ce principe de l'utilité publique n'est pas du tout un principe qui est à destination de ceux qui sont en dehors de la sphère publique. C'est un principe qui doit valoir à l'échelle de toute la société, et c'est un principe qui doit commencer par prévaloir à l'intérieur même de la sphère publique, qui doit commencer donc par s'appliquer directement à l'intérieur même de l'État,
à l'intérieur même de la fonction publique, chez les fonctionnaires, chez les représentants du peuple, chez ceux qui sont censés parler au nom du peuple. Donc c'est dans ce sens-là que la réflexion est assez novatrice, assez originale pour l'époque, avec cette idée que finalement il s'agit de maximiser les... alors c'est dit noir sur blanc, il s'agit de maximiser les aptitudes de l'agent public et de minimiser les dépenses publiques. C'est dit d'une manière extrêmement précise dans ce texte de 1820 en particulier. Donc il y a toute une rationalité des pratiques gouvernementales indexée au calcul de l'utilité qui se met en place dans cette réflexion avec quelque chose qui politiquement, bien sûr, va très loin, qui est ce que Bentham appelle le tribunal de l'opinion publique. Alors, il n'est pas toujours très précis concernant les détails du fonctionnement de cette instance, mais il considère qu'il doit y avoir un tribunal de l'opinion publique qui doit justement jouer le rôle d'instance de contrôle et de surveillance. Voilà. Ça, évidemment, si on regarde la façon dont le néolibéralisme prend le problème, non seulement c'est de trop, mais c'est absolument intolérable, puisque ça va dans le sens de ce que justement Bentham appelle de ses voeux. Mais il me paraît important de bien situer ça, vous voyez, cette réflexion. Le libéralisme classique, j'espère que tout le monde s'en rend compte, tout le monde s'en rendait compte, je suppose, avant, mais là on voit que vraiment il y a des réponses extrêmement diversifiées à cette question de la corruption, puisque là il est question directement de la corruption. Et donc ce que je voudrais faire à partir de là, c'est indiquer la voie originale qui est prise par le néolibéralisme, en considérant d'emblée que dans les trois voies que j'ai distinguées à la suite de Michel Foucault, la voie qui m'apparaît susceptible, encore une fois, de jeter un pont, une passerelle entre le libéralisme classique et le néolibéralisme, c'est la voie benthamienne. C'est évident, quand on réfléchit, quand on lit les textes, là, le lien est quand même peut-être pas très, très direct, encore que sur certains points, il soit très direct, mais le lien est quand même assez facile à identifier. Alors, ce qui me paraît d'abord très important, c'est de considérer que dans le néolibéralisme, quand on réfléchit sur ce qu'est le néolibéralisme, donc ce qui se met en place en termes de pratiques gouvernementales, disons dans les années 80, pour trouver une sorte de point culminant du point de vue de l'élaboration des pratiques à travers des consensus comme le consensus de Washington, ça c'est plutôt 90, vous avez donc ici quelque chose de tout à fait original. Et il faut d'abord commencer par comprendre en quoi c'est original. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de continuité pure et simple des trois voies du libéralisme classique au néolibéralisme. Même en ce qui concerne la troisième voie, c'est-à-dire la voie utilitariste. Pour une raison très simple, c'est que le problème de Bentham, c'était celui de la limitation de l'action gouvernementale. Il considérait que le critère de l'intérêt, ou plutôt de l'utilité publique, était à cet égard le critère déterminant. Le problème du néolibéralisme est très différent. La question, si vous voulez, pratique, je ne parle pas uniquement de l'élaboration doctrinale, parce que là, on pourrait y passer je ne sais combien de temps, mais je parle de la question pratique qui se pose donc pour les gouvernements qui commencent à prendre cette espèce d'orientation nouvelle dans les années 80. Le problème pratique, c'est absolument pas la détermination des limites de l'action gouvernementale. C'est pas du tout le problème des limites. On pourrait presque dire, à contrario, que c'est un problème qui est plutôt à penser en termes d'extension que de limitation. C'est plutôt étendre et pour étendre, transformer. C'est plutôt ça que limiter. Alors en l'occurrence, ce qu'il s'agit d'étendre, c'est la rationalité du marché elle-même, comprise d'une certaine manière. Et on peut dire que Thatcher et Reagan, c'est vraiment les deux gouvernements qui, bien sûr, cachent un peu le reste de la forêt, parce que ce sont deux gouvernements qu'on a tendance à prendre en exemple à chaque fois qu'on réfléchit sur le néolibéralisme. Et il faut voir qu'il y a une sorte de diffusion par propagation des expérimentations pratiques, des expérimentations politiques, qui vont être faites dans un certain nombre de pays. Et la mise en place de la rationalité se fait de façon relativement progressive, à travers justement des pratiques, des dispositifs de pouvoir, des techniques de pouvoir. On considère que tel pays ou tel gouvernement finalement s'en est bien tiré, donc on se dit qu'il faudrait peut-être justement généraliser, et puis comme ça, petit à petit, de proche en proche, à travers ces expérimentations, ces tâtonnements, etc., vous avez une rationalité qui se met en place, qui n'est pas de l'ordre, j'insiste beaucoup là-dessus, enfin en tout cas pour moi ça me paraît très important, qui n'est pas de l'ordre de l'application d'un projet intellectuel. Ce qui ne veut pas dire que le projet intellectuel n'a pas existé.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tort de considérer que la rationalité néolibérale, c'est purement et simplement la mise en œuvre réfléchie et maîtrisée d'une doctrine intellectuelle élaborée de longue date, comme si finalement les hommes politiques qui avaient mis en place ces techniques de pouvoir étaient allés à l'école du néolibéralisme comme doctrine, alors que dans la plupart des cas, excusez-moi, mais ça n'est absolument pas le cas. Le cas de Thatcher disant devant les députés de la Chambre des communes qu'il faut absolument qu'ils lisent Hayek est un cas tout à fait exceptionnel. C'est pas du tout la norme. C'est pas du tout la norme. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que donc vous avez des éléments qui se mettent en place, qui sont un petit peu hétérogènes, qui opèrent par coalescence, comme dit Foucault, comme ça, et le tournant donc se prend à la fin des années 80, le véritable tournant pratique se prend à ce moment-là. Le problème est différent, donc ce n'est pas le problème de la définition des limites, de la nouvelle définition des limites du gouvernement, c'est le problème d'étendre la rationalité du marché à toute la société. Alors, étendre la rationalité du marché à toute la société, ça requiert bien sûr un levier. Et justement, le néolibéralisme n'est absolument pas un anarchisme libéral. C'est pas les libertariens américains, par exemple, qui considèrent qu'il faut un État minimum, comme Nozick, ou bien qui considèrent même, pourquoi pas, les anarcho-capitalistes, qu'il faut purement et simplement se passer d'État. C'est pas ça du tout. Pas du tout. Autrement dit, des gens comme Hayek, qu'on a à gauche en particulier pendant très longtemps considérés comme étant des adeptes d'un État extrêmement, avec un profil extrêmement faible, un État qui se fait discret, qui se cantonne à sa fonction de veilleur de nuit, pas du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, lorsqu'il réfléchit, demande que l'État se renforce, mais par rapport à des objectifs qui, évidemment, n'ont pas grand-chose à voir avec les objectifs qu'un État libéral au sens classique pouvait s'assigner. Alors, ce qu'il dit en l'occurrence, il n'est pas le seul à le dire, c'est que l'État doit se transformer. C'est pour ça que je disais, non pas limiter, mais étendre, et pour étendre, transformer. Parce que le levier de l'extension de la rationalité du marché à toute la société, c'est l'État. Donc il n'y a pas d'anti-étatisme. Pas du tout à cet égard. Le problème, c'est la façon dont l'État fonctionne. Il y a précisément que si la transformation de l'État est requise, c'est parce que l'État ne peut jouer un rôle d'initiateur, un rôle d'impulseur, un rôle moteur dans cette diffusion de la rationalité de marché à toute la société que si lui-même se transforme en fonction des normes de la rationalité de marché. Donc vous avez une idée qui est assez forte, en définitive, qui est que la rationalité de marché est la rationalité de la concurrence. Alors déjà, ça représente, on pourrait revenir dans la discussion, mais un point qui est assez important par rapport à la façon dont Smith, Ricardo et d'autres pouvaient concevoir la logique du marché, parce que pour eux, la logique du marché, c'était d'abord et avant tout, certes, la logique de la division du travail, la logique de l'échange. Et l'échange en tant que, s'il est juste, il est fondé sur l'équivalence. Alors que là, c'est la concurrence. C'est la concurrence, on pourrait y revenir, c'est les ordolibéraux allemands, qui en particulier sont des initiateurs de cette doctrine, dès la fin des années 30, hein, avant même la Seconde Guerre mondiale, ce sont des gens qui voient assez clair sur ce point-là, et donc ils considèrent que l'essence du marché, c'est la concurrence. Alors, si vous posez que l'essence du marché, c'est la concurrence, ça signifie que vous assignez à l'État le rôle de diffuser cette rationalité de la concurrence à l'échelle de toute la société, de faire en sorte que toutes les relations sociales soient dorénavant gouvernées par cette logique-là, et bien sûr, pour ce faire, pour que cette diffusion puisse opérer par l'intermédiaire de l'État, vous avez tout intérêt à obtenir de l'État lui-même qu'en interne, il transforme ses propres pratiques. Ce qui veut dire qu'il doit lui-même commencer par donner l'exemple. C'est l'État qui doit intégrer la rationalité de marché, donc la rationalité de concurrence. Alors, à cet égard, vous avez des gens qui ont joué un rôle de pionnier, c'est l'école de ce qu'on a appelé le public choice aux États-Unis. Alors, l'école du choix public, c'est une école qui est assez ancienne, hein, c'est dans les années 60 que, à partir d'une université importante en Virginie, ils ont commencé à élaborer leur doctrine. Mais l'école du choix public, c'est une école qui part du postulat, à certains égards assez benthamien, que les agents de l'État ne font pas exception par rapport aux autres individus. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils privilégient naturellement et spontanément leur propre intérêt égoïste. Donc l'hypothèse de base, si vous voulez, c'est la généralisation de l'hypothèse de l'acteur ou de l'agent égoïste et rationnel. L'acteur égoïste et rationnel, c'est pas simplement celui qui est amené à vendre des marchandises sur le marché, c'est pas simplement celui qui est amené à diriger une entreprise,
c'est également celui qui est dans la fonction publique. Et celui qui est dans la fonction publique, il cherche à maximiser ses gains de la même manière que l'entrepreneur ou de la même manière que le salarié. Bon, simplement, le cadre dans lequel cette tendance-là joue est un petit peu différent. Mais il n'y a pas de raison pour considérer qu'il y a là une exception. Au contraire, l'hypothèse de base, c'est donc que l'État n'est pas du tout une exception. L'hypothèse de base, c'est que l'État est un acteur économique au même titre que les autres. Et que par conséquent, il est partie prenante de la rationalité du marché, de la sphère économique. Il agit comme un acteur économique, avec la rationalité qui est celle d'un acteur économique. Donc il cherche, lui aussi, à maximiser ses gains, à maximiser ses profits. Et à cet égard, les gens qui élaborent cette doctrine considèrent que l'influence corruptrice la plus importante, c'est celle qui intervient justement au plan de l'action des hommes politiques, des fonctionnaires et des hommes politiques, des représentants du peuple. Ils ont tendance à considérer qu'il y a une sorte de collusion, au moins objective, entre les fonctionnaires et les représentants du peuple. Les représentants du peuple, parce que ce sont les députés, ils veulent se faire élire, donc ils ont intérêt à ce qu'il y ait le maximum de gens qui votent pour eux dans l'électorat. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait une fraction assez forte de l'électorat qui soit constituée de fonctionnaires. Donc finalement, intérêt bien compris, ils favorisent la croissance hypertrophiée des fonctionnaires. Ils y ont intérêt. C'est ce que disent les membres de cette école-là. Et donc, dans cette mesure-là, l'effet de collusion oblige. On ne peut pas, bien sûr, s'en remettre aux députés, aux hommes politiques et aux représentants du peuple du soin de lutter contre la corruption. Alors, ce qui est important, du point de vue conceptuel, par rapport au point de départ que j'ai adopté, c'est que la corruption est comprise. C'est pas l'argitio, puisqu'il y a corruptio et l'argitio dans le vocabulaire latin. Bon, corruptio, tout le monde sait ce que ça veut dire. L'argitio, c'est la largesse, et ça peut être la largesse, vous voyez, la largesse intéressée. C'est la largesse de celui qui donne pour acheter. Après, Cicéron en parle beaucoup. Donc, et dans le texte latin, vous avez certes corruptio, mais vous avez aussi l'argitio, et ça revient même parfois beaucoup plus souvent. Alors, ce qui est important, c'est que la conception qu'ils se font de la corruption est tout à fait remarquable. Et il ne faut pas songer que c'est uniquement dans un cercle académique que cette conception-là prévaut, parce qu'ensuite ça aura des effets pratiques. Ils considèrent que la corruption, c'est ce qui fausse le jeu de la concurrence. C'est très précis. Puisque la rationalité qui est celle du marché est la rationalité de la concurrence, qu'il s'agit de favoriser l'extension de la rationalité de la concurrence à toute la société, il faut considérer que le principal facteur de corruption, c'est toute conduite qui vient fausser, altérer, faussement, altération du principe de la concurrence. Donc, tout ce qui, bien sûr, peut ressembler, par exemple, à un monopole ou un esprit monopole, à ce moment-là, sera considéré comme étant corrupteur, puisque ça vient altérer ou fausser le jeu qui est celui de la concurrence, et donc faire obstacle au libre déploiement de la rationalité de marché. Voilà. Donc c'est assez précis. On va donc baptiser corruption toute conduite qui fausse le principe de la concurrence. Donc la concurrence déloyale et faussée n'est pas très loin, mais vous voyez que du point de vue en tout cas de la réflexion, ça va jusque-là. Et puis on va considérer que la question se pose, bien sûr, du remède à apporter à cette corruption définie de cette manière-là. Et à ce moment-là, on va considérer que le remède, c'est justement d'introduire la concurrence dans le fonctionnement de l'État. Donc c'est assez remarquable, il y a une cohérence qui est assez remarquable dans cette doctrine-là. Alors souvent, on a considéré, de France et d'autres pays européens, pendant un certain temps, on avait tendance à les considérer de très haut, en mettant en évidence la faiblesse ou l'indigence conceptuelle de certains développements. Mais il faut comprendre que c'est des gens qui réfléchissent à la transformation des pratiques, avec ce que ça implique. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est comme ça que les hommes politiques agissent, c'est comme ça que les fonctionnaires agissent, c'est dans ce sens-là qu'il faut agir pour remédier à cette situation absolument intolérable. Et donc, ils disent en fait, il y a deux remèdes, en fait, c'est un seul remède qui se trouve dédoublé. Vous avez un premier remède qui consiste à mettre en concurrence les services publics et les services privés. Et vous avez un deuxième remède qui consiste à mettre en concurrence les services publics eux-mêmes.
c'est-à-dire à faire en sorte que le bureaucrate ou le fonctionnaire, finalement, en vienne à se conduire comme un entrepreneur. Que sa mentalité, par conséquent, soit transformée profondément. Alors, ce qui est important dans cette optique-là, c'est qu'on mise d'abord et avant tout, ça c'est un des traits fondamentaux du néolibéralisme, on mise d'abord et avant tout sur la contrainte des situations. C'est-à-dire que justement, par rapport à une certaine idée de la loi, du pouvoir de la loi, du pouvoir de contrainte de la loi, par rapport à ce que Antoine Garapon appelle l'ancien modèle, le paradigme juridique et juridictionnel, etc., on a affaire à une conception qui est tout à fait différente, où il ne s'agit plus de penser comment la loi émanant du souverain va trouver à s'appliquer par la contrainte à des individus qui sont jusqu'à un certain point sujets ou passifs. C'est plus le problème. Le problème, c'est justement de faire en sorte qu'on place les individus dans des situations déterminées, en misant, aussi paradoxal que ça puisse paraître, sur leur liberté. D'accord. On ne va pas restreindre leur liberté, on ne va pas les contraindre, on va miser sur la contrainte des situations. On va miser beaucoup plus sur la contrainte des situations que sur la contrainte qu'exerce une volonté sur une autre volonté. Alors, la contrainte des situations peut, à cet égard, relever d'un acte de violence. Il arrive même que ça relève d'un acte de violence pur et simple. C'est-à-dire que l'État, dans cette perspective-là, peut être amené, en effet, à faire violence aux acteurs en leur disant, voilà, vous n'avez pas à choisir, vous êtes dans cette situation, mais maintenant débrouillez-vous. C'est-à-dire que c'est à vous de déterminer les voies que vous allez emprunter pour vous tirer d'affaire. Vous n'êtes pas maître de la situation, puisqu'on vous a placé dans cette situation-là, mais en revanche, vous êtes maître de choisir entre les possibles en fonction d'une exigence qui est une exigence d'efficacité. Donc, on fait confiance aux acteurs à cet égard, on fait confiance à la rationalité de l'action, ce qui est assez important à bien considérer. Et on se dit que tout compte fait, placés dans une situation qu'ils n'ont pas choisie, ils seront amenés d'eux-mêmes, par le jeu de leur propre liberté, à choisir la voie qui est finalement celle qu'on aurait voulu initialement qu'ils empruntent. Mais si on leur avait dit, ça n'aurait pas marché, parce qu'on leur aurait commandé, on leur aurait imposé de faire ça, alors que si justement on laisse agir la logique de la situation, on peut être à peu près sûr qu'ils vont aller directement là où on veut qu'ils aillent. Donc c'est quelque chose qui est très formalisé, très réfléchi, notamment dans les techniques et les pratiques du management privé, puisque ça a été en général importé de cette sphère-là dans la sphère de l'État. On a considéré que c'est comme ça que l'État devait marcher et fonctionner. Et dans les années 90, vous aurez justement la nouvelle gestion publique, New Public Management, qui va être mise en place. Et là, c'est une sorte de retombée pratique un peu différée de l'élaboration doctrinale faite dans les années 60 par l'école du public choice. Donc c'est assez important tout ça à considérer. Ils ne retiennent bien évidemment, c'est toujours comme ça hein, quand une rationalité se met en place, ils ne retiennent que les éléments qui les intéressent. Je veux dire par là que le cadre doctrinal lui-même, à la limite, ils s'en soucient relativement peu. Ce qui les intéresse, donc, ils sélectionnent des éléments. Voilà, et cette sélection n'est pas théorique. Cette sélection fait corps avec des dispositifs pratiques, avec des pratiques de pouvoir, avec des techniques de pouvoir. Alors, il me paraît important, on n'a pas le temps de développer, mais on pourrait revenir dans la discussion, que vous compreniez que ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui prévalent tant du point de vue des relations que les autorités de l'État peuvent entretenir avec les entreprises ou les acteurs privés, que du point de vue des relations que l'État et ceux qui le dirigent entretiennent avec les membres de l'État, à l'intérieur même de l'État, avec leurs propres fonctionnaires, avec leurs propres agents publics. Donc il faut bien voir que ça joue sur les deux tableaux. Et je crois que ce qui est important, je terminerai là-dessus, c'est qu'on comprenne, pour bien distinguer les deux modèles, les deux paradigmes, qu'on n'est plus justement dans une rationalité qui serait celle de la loi. C'est-à-dire que il faut pas, je pense que la pire des choses, par exemple, ce serait de se dire il y a une rationalité nouvelle qui est celle de la concurrence, on va chercher à l'étendre à toute la société, on va l'intégrer dans le fonctionnement de l'État lui-même, mais on va faire ça par la loi. Et en faisant de la loi, finalement, ce qu'elle a toujours été dans un certain modèle, c'est-à-dire quelque chose qui a une propriété
C'est la majestas, hein, c'est la majesté de la loi, le fait qu'elle soit impersonnelle, le fait, bon, tout ça en réalité n'a plus cours. Les lois, comme dit Foucault très justement dans le cours de 78-79 qui s'appelle Sécurité, territoire et population, les lois tendent de plus en plus à devenir des moyens tactiques. Alors ça c'est une chose assez remarquable que Foucault est amené à diagnostiquer justement. Il dit avec ce qu'il appelle les dispositifs de sécurité, les lois ne valent plus par elles-mêmes. Elles valent uniquement en tant que moyen tactique. Donc ça veut dire que la loi est subordonnée à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, au service duquel la loi se trouve mise, se trouve enrôlée, ça s'appelle la norme. Donc il est important de comprendre justement cette différence entre la norme et la loi. La rationalité néolibérale ne fonctionne pas à la loi, elle fonctionne à la norme. Et c'est par rapport à la norme qu'elle utilise la loi comme moyen tactique, ce qui est tout à fait différent, c'est une sorte de renversement, y compris par rapport au problème de la corruption, ça va sans dire. Mais la norme, pour le dire de façon très rapide, bon, il y a la norme, parce qu'il y a norme juridique, vous savez que norme ça vient de norma qui signifie règle, donc c'est quand même très largement indéterminé. Mais il y a norme et norme. Je ne sais pas, quand Guilhem a fait beaucoup de choses sur la normativité vitale, je ne sais pas, je prends quelle scène, il y a des réflexions sur la normativité juridique. Bon, Foucault, lui, réfléchit plutôt sur la normativité sociale. Et c'est vraiment à partir de la normativité sociale qu'il est amené à penser le concept de norme. Et lorsqu'il est amené à le faire, il distingue d'ailleurs entre normation et normalisation. Il dit une distinction assez subtile dans le cours qui s'appelle Sécurité, territoire et population, parce qu'il dit en fait il y a ce qu'on appelle les disciplines. Par exemple, quand Foucault s'intéresse aux hôpitaux, il s'intéresse à la prison, il s'intéresse à une série d'institutions de ce genre, à l'école y compris, etc. À ce moment-là, il a en vue ce qu'il appelle les mécanismes disciplinaires. Vous savez, avec des mécanismes de coercition sur les corps, qui laissent une empreinte, qui laissent des traces sur les corps, qui sont formés, qui sont dressés. C'est le dressage des corps par la contrainte. Ça, c'est ce qu'il appelle la discipline. Mais il dit, en fait, plus ça va, plus les choses vont, et moins c'est la discipline, bien que la discipline ne disparaisse pas, mais plus ça va, et plus c'est justement ce qu'il appelle les dispositifs de sécurité. Et les dispositifs de sécurité, nous dit-il, ça fonctionne à la normalisation et pas à la normation. Alors qu'est-ce qu'il appelle? Il dit normation, ça vaut pour la discipline. Ça veut dire que la norme est donnée, la norme est première. Et ensuite, toute la difficulté, c'est de faire en sorte justement que la norme soit appliquée et mise en œuvre. C'est la normation. Alors la discipline, dit-il, c'est un régime de normation, pas de normalisation. En revanche, quand on passe au 19e, en particulier aux dispositifs de sécurité et à leur extension, le régime est celui, il y a trois régimes ou trois grandes économies de pouvoir. Le régime est celui où l'économie de pouvoir est donc celle de la normalisation. Que veut-il dire par là? Il me paraît que ça peut éclairer quantité de choses, en particulier celle que Antoine Garapon a mise en lumière à propos des digues de justice, parce que ça correspond tout à fait à ce que dit Foucault. La normalisation, donc à ce moment-là, il ne faut pas le prendre dans le sens habituel du terme. La normalisation, ça veut dire qu'on ne part pas de la norme. Ça veut dire qu'on va déduire la norme de la normalité. On part de la normalité et on en déduit la norme. Alors, ça présente un avantage considérable. Je ne parle pas de l'économie intellectuelle ou théorique, mais je parle de ce que ça implique du point de vue de la façon dont la norme se dispense de toute justification. Si vous déduisez la norme de la normalité, c'est-à-dire du jeu du normal et de la normale dans la société, vous n'avez pas besoin de légitimer la norme. Parce que la norme se justifie d'elle-même. Parce que la norme ne fait qu'un avec la réalité. Il faut comprendre ce que ça signifie. Vous dites par exemple, vous faites une étude statistique ou sociologique ou économique, parce que le savoir qui permet d'étayer la norme, de la déduire, c'est le savoir économique. C'est le savoir statistique et le savoir économique tel qu'il se met en place à la fin du XVIIIe au début du XIXe. À ce moment-là, ça veut dire que vous repérez des tendances à l'intérieur de la société. Et que ces tendances, statistiquement interprétées, vous permettent de dire, voilà, il y a une certaine normalité. Et par opposition, il y a quelque chose qui relève de la normalité. Par opposition à cette normalité-là. Mais la normalité est donnée. Elle est censée être donnée dans l'évidence d'un savoir qui porte sur la société. Voilà, les gens se conduisent comme ça. Vous pouvez le regretter, vous pouvez le déplorer, mais bon, d'abord, le plus important, c'est de le constater. Pour en tirer des leçons, des conséquences en termes d'action. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, on vous dira, pourquoi la norme de la santé mentale, il arrive parfois qu'un
certain nombre de gens, y compris dans le secteur de la psychiatrie, soient assez critiques à l'égard de cette norme-là, mais c'est véritablement une norme au sens foucaldien. C'est pas du tout quelque chose, c'est pas une norme qui est prédéfinie. On vous dit, regardez ce que font les individus, comment ils se comportent quand ils sont malades, etc. Et vous vous rendez compte qu'il y a presque un tiers des personnes qui souffrent justement d'un déficit de santé mentale. Ça a bien sûr des enjeux économiques. Donc il y a une certaine normalité qui se fait jour, à travers l'observation des tendances qui sont celles de la société. Et donc à ce moment-là, on va déduire la norme de la santé mentale de la normalité du comportement statistique des individus dans la société, tel qu'il est donné. C'est comme ça que ça se passe. Et donc là, même chose donc pour la concurrence, même chose pour les autres normes sociales, parce que la pire des choses, du point de vue du néolibéralisme, ce serait de croire que la concurrence est uniquement une norme économique. La concurrence n'est pas une norme économique, c'est une norme sociale. De la même manière que la norme de la santé mentale, d'ailleurs, n'est pas une norme strictement psychiatrique, mais une norme sociale. Ce sont des normes sociales, c'est le jeu des normes. Voilà. Donc ce que Foucault appelle la normalisation, c'est ça. C'est le fait que la norme se présente d'emblée comme étant évidente par elle-même, précisément parce qu'elle découle d'un repérage objectif de la normalité dans la société. Précisément parce que la norme est déduite de la normalité et pas l'inverse. C'est assez fort. Parce que ça implique une chose qui est alors là complètement, radicalement différente au régime juridique que celui de la loi. Ça implique que la norme ne puisse plus être distinguée de son application. Ça veut dire en définitive qu'il faut renoncer à la logique de l'application. La logique, c'est quand même assez... c'est important à comprendre. Quand on pense en termes de loi, on pense aux difficultés de l'application de la loi. On pense à ces difficultés parce que, à part des gens qui s'imaginent, mais il y en a beaucoup, que appliquer la loi c'est simple, quand on a ce travail à faire, on est bien sûr parfaitement averti du fait que c'est tout sauf simple. Parce qu'on a une situation singulière ou à qu'un singulier, et on a, par définition, quelque chose qui est général. Et donc, bon, comme dit Kant, la difficulté, c'est de subsumer le cas singulier sous la généralité de la loi, et c'est pas toujours évident. Et la jurisprudence, à ce moment-là, nous permet de comprendre qu'il y a une sorte de productivité des jugements, des juges, qui permettent justement de corriger ou d'améliorer la loi elle-même. Bon, tout ça, chacun peut en penser ce qu'il veut, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça ne marche plus. À partir du moment où on dit la norme, c'est quelque chose qui est déduit d'un savoir objectif portant sur les tendances qui sont à l'œuvre dans la société, cette chose-là qui s'appelle l'application ne peut pas valoir. C'est-à-dire que le propre de la norme, ce qui est assez vertigineux en même temps, c'est qu'encore une fois, elle ne peut pas être dissociée des pratiques et des techniques. Elle ne vaut pas indépendamment de cela. Elle n'existe pas d'abord à l'état de projet, pour être ensuite dans un second temps appliquée. Elle fait d'emblée corps avec des pratiques et des techniques. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il est beaucoup plus difficile de la combattre qu'une mauvaise loi. Parce que lorsque vous avez une mauvaise loi, vous pouvez toujours en appeler à la sagesse du législateur, ou jouer éventuellement d'une certaine influence auprès du législateur pour faire en sorte qu'il revienne sur une mauvaise loi ou qu'il la corrige ou qu'il l'amende, etc. Là, le problème n'est plus du tout celui de la correction d'une mauvaise loi ou de l'adoption d'une nouvelle loi destinée à supplanter l'ancienne qui était mauvaise. Parce qu'on ne corrige pas une norme, ça n'a pas de sens. On ne corrige pas une norme comme on corrige une loi. Justement, c'est la différence fondamentale entre la norme et la loi, et c'est ce qui fait que l'État, qui apparaît comme étant le gardien de la norme, parce que le nouveau rôle de l'État dans le néolibéralisme, c'est justement celui de gardien de la norme, ce que Hayek avait parfaitement vu, c'est le gardien de la norme, le gardien de la norme du droit privé, dans la sphère publique et dans toute la société. À partir du moment où l'État a ce rôle-là, ça signifie que ce qui va d'abord et avant tout privilégier, c'est justement la logique de l'efficacité ou de l'efficience ou de la performance. Donc il va considérer, encore une fois, que dans les arrangements qu'il doit passer avec un certain nombre d'acteurs économiques, ce qui importe, c'est que l'efficience du marché soit garantie, assurée. Donc on lutte contre la corruption, alors ça se voit particulièrement aux États-Unis, après ce que vous avez fait remarquer, mais on lutte contre la corruption qui vient fausser l'efficience du marché au nom de l'efficience du marché. Donc c'est l'État qui se fait le garant de l'efficience du marché, auprès des particuliers et auprès des fonctionnaires eux-mêmes. Donc par rapport au libéralisme classique, même par rapport à celui de Bentham, c'est un renversement qui est considérable et dont je pense que nous n'avons pas fini de mesurer les effets. Donc voilà, la question par laquelle je terminerai, c'est que si je reviens bien sûr au sens classique de la corruption,
c'est-à-dire du processus de décomposition, altération du corps politique, on peut se demander si cette réinterprétation et redéfinition de la corruption n'est pas de nature à produire des effets corrupteurs, au sens, alors cette fois-ci, classique du terme. Je veux dire par là que la nouvelle mission qui est celle de l'État peut être amenée à produire des effets de corruption au sens de décomposition, altération du corps politique, sous prétexte de lutter contre la corruption, au sens de ce qui fait obstacle au jeu de la libre concurrence.